Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et vous savez maintenant c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui on est à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour répondre à cette question toutes et tous ensemble. Faut-il avoir peur des robots ? Eh oui, l'intelligence artificielle bouleverse notre quotidien, révolutionne le monde du travail et soulève de nombreuses questions morales, éthiques. Les robots sont de plus en plus performants, ils sont de plus en plus utiles, humanoïdes, capables même, paraît-il, on va le voir avec notre nouveau copain, de tenir une véritable conversation. Cependant, ils suscitent autant de fascination que de crainte. Vont-ils remplacer l'homme au travail ? Vont-ils se retourner contre nous ? Bref, faut-il avoir peur des robots ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'on va être remplacé par des robots, nous les animateurs télé ? Bah vas-y, fais ton lancement, vas-y. Linby. Flash Talk, prenez la parole. Ah ben en plus il m'a poussé, très bien. En tout cas, prenez la parole, vous le savez, ici autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, sur Facebook en likant notre page officielle. Vous savez aussi que FlashTalk, c'est une émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui voudrait filmer cette émission ? Pas des robots, je veux des vrais gens, des vrais gens. Mademoiselle va filmer, monsieur va filmer aussi. Allez-y monsieur, je vous en prie. Allez, on commence par prendre la température de notre public du jour. Alors, messieurs, est-ce qu'il faut avoir peur des robots ? Ça vous fait peur, vous, ou pas ? Pas du tout. Absolument pas. Parce que les robots sont programmés par des humains et que si on sait ce qu'on fait, normalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et vous, jeune homme ? J'ai à peu près la même opinion que mon copain. Je pense pas que les robots puissent se retourner contre nous, à vrai dire. Mais je veux bien avoir tort. On pose la question ici de ce côté, faut-il avoir peur des robots ? C'est quoi ton prénom ? Cédric Vasseur. Cédric. Alors Cédric Vasseur, où est-ce que tu vis ? Je vis pas très loin de Versailles, dans une petite commune à proximité. Oh là, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et je suis conférencier, formateur. J'ai une certaine expertise en robotique et en intelligence artificielle. Faut-il avoir peur des robots, Cédric ? Ça dépend, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des pays et de la culture et de l'information qu'on a derrière. Quand on voit des Terminators, des Robocop et tout ça, ça fait peur. Mais il faut penser aussi à Nono le petit robot, mais aussi toutes les choses extraordinaires que l'on peut faire aussi avec des robots. C'est pour ça qu'il faut se renseigner, il faut se former. Il faut aussi, pourquoi pas, s'inscrire auprès d'associations qui existent. Je suis ici aussi pour représenter l'association nationale Caliban. C'est une association qui organise chaque mois des apérobots. Donc c'est associatif, c'est sympathique. Est-ce qu'on pourrait pas remplacer les enfants qui font du bruit par des robots ? Non mais juste le temps de l'émission, hein Sonia ? M'en parlez pas. Les robots, ils ont envahi notre quotidien depuis des années maintenant. Ils sont tellement performants qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander s'ils vont pas nous remplacer un jour, n'est-ce pas, Linby ? Quelques chiffres pour poser ce débat avant de le poursuivre. C'est le Data Flash de Juliette Jean. Entre 2002 et 2018, le nombre de ventes de robots dans le monde a augmenté de 500%. Ils sont partout. Dans l'industrie, pour la fabrication de pièces automobiles par exemple, mais aussi chez nous, à l'image des assistants type Google Home ou Amazon Echo. Et ils comptent bien s'installer. D'ici 2025, 52% des tâches professionnelles courantes seront effectuées par des machines, contre 29% aujourd'hui. Mais vont-ils, à terme, nous remplacer ? Avant de céder à la panique, mettons-nous déjà d'accord sur ce qu'ils sont. Un robot est une machine automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des tâches selon un programme. Or, il est possible d'implanter dans ces robots un programme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui pense comme un humain. Il peut raisonner, apprendre ou faire un choix. On retrouve ces robots intelligents dans les domaines du commerce, de la santé, de l'accueil, du nettoyage urbain ou encore de la logistique. Par exemple, bientôt, il ne sera pas rare de croiser dans un supermarché un robot en train de compter le nombre de produits dans les rayons. Ces robots seraient d'ailleurs 4 à 5 fois plus rapides qu'un salarié humain et pourraient travailler des dizaines d'heures d'affilée sans pause. Faut-il les laisser nous envahir ?
Et Linby, il a déjà beaucoup de succès sur le plateau de Flash Talk avec les enfants qui sont de passage aujourd'hui à la Cité des Sciences. Bonjour, comment vous vous appelez? Augustin et Léonard. Augustin, et toi c'est Léonard? Alors, Augustin et Léonard, vous le connaissez lui? Non. T'avais déjà vu un robot toi? Non. Mais un robot comme ça, tu sais qui sait parler ce robot? Non. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais je trouve qu'il s'exprime quand même comme le robot celui-ci là. Ce petit bonhomme là. Rafale, prête-moi ton chapeau. Ah ok, d'accord. Tiens, voilà. Un robot qui parle. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Non. Pas du tout? Non. Vous aimeriez bien avoir un copain robot? Ouais. J'adore. Vous aimeriez bien avoir un copain robot? J'ai posé la question justement à Laurence Devillers qui est avec nous, spécialiste des interactions homme-machine, professeure d'informatique à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous aimeriez avoir un meilleur ami robot, vous? Moi, j'en ai 3 meilleurs amis robots dans mon labo, donc je les étudie bien. C'est une intelligence machine qui calcule, qui est logique, qui est rationnelle, qui n'est pas émotionnelle du tout. On fait que de la simulation sur ces machines. Ces machines, elles n'ont pas de corps, pas de ressenti, pas de conscience, pas d'intention, donc pas d'intention malveillante. Donc ça sert à rien de se méfier des robots? Non, mais c'est pas non plus nos amis. Ils n'ont pas d'intériorité. Non, on projette sur eux. On aimerait bien les avoir comme amis, peut-être. Ça, c'est vrai. L'humain, il fait ça avec tout. Il fait ça avec les petits animaux, avec sa voiture, des fois. Le robot qui bouge et qui parle. Mon sujet de recherche, c'est justement conversation avec des robots et détecter les émotions des humains. Donc, on va tout faire pour vous entraîner dans l'idée de penser qu'en face, il y a une intelligence. Mais malgré tout, autour de nous, Laurence, il y a l'intelligence artificielle, il y a les robots. Est-ce qu'on ne s'est pas laissé un petit peu envahir par tout ça? Alors, l'intelligence artificielle, c'est encore un domaine sur lequel je travaille depuis 20 ans. Les robots qui embarquent de l'intelligence artificielle aussi, on se fait envahir de plus en plus. Et en ça, il faut qu'on comprenne comment réguler, quelle est la place de l'humain, que par paresse, on ne donne pas trop de décisions, enfin, de décider à notre place, quoi, en gros. Et c'est vrai sur Internet, c'est vrai avec des robots, c'est vrai avec des chatbots. Et Google Home sont à la maison, c'est des espions à la maison, quelque part. Donc il manque énormément une régulation ou une prise de conscience, ce qu'on appelle en américain un empowerment, être en capacité de comprendre ce que font ces objets, et puis qu'on trace et que ces objets soient loyaux. Donc moi, je pousse énormément avec d'autres chercheurs à ce qu'on ait une réflexion éthique, sociétale. Et après, bien sûr qu'on peut tirer des bénéfices de ces machines. Mon oreille humaine n'entend pas les infrasons, les ultrasons. La machine peut les entendre. Pour moi, quand je vieillis, elle peut être là pour m'aider, pour surveiller les choses autour de moi, mais attention à ne pas être entouré de ces machines qui vont détecter nos émotions, faire semblant d'être nos amis. Non. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tout à l'heure, vous avez parlé de chatbot. En un mot, qu'est-ce que c'est? Alors, un chatbot, c'est un agent conversationnel ou un robot conversationnel. On embarque dans les robots ce genre d'outils. C'est quelque chose qui est capable de reconnaître la parole. Il ne comprend rien à ce qu'on dit. Il interprète en fonction des modèles qu'ont mis les concepteurs dedans. Merci Laurence. Vous restez avec nous tout au long de l'émission, s'il vous plaît. Et je suis, moi, à côté de Serge Tisseron, psychiatre. Bonjour Serge Tisseron. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'Université Paris 7 Diderot. Est-ce qu'il faut avoir peur ou se méfier des robots? Alors écoutez, se méfier, oui. Avoir peur, de manière raisonnable, mais profiter des avantages aussi. Alors c'est toute la difficulté qu'on va rencontrer aujourd'hui dans la relation qu'on a avec ces machines. D'un côté, elles nous sont présentées comme capables d'interagir avec nous comme avec un être humain, mais il va falloir toujours nous rappeler qu'elles ne sont pas un être humain. Si elles nous paraissent sympathiques, c'est programmé pour qu'elles le soient. Et donc toute la difficulté, ça va être à la fois de considérer ces machines comme des auxiliaires extrêmement efficaces pour beaucoup de tâches, qui aujourd'hui ne sont remplies par personne, ou sont remplies par des humains ou par des machines moins perfectionnées, mais en même temps considérer ces objets nouveaux, les robots, comme des portes d'entrée possibles de nos pires ennemis, c'est-à-dire que ces machines vont être capables de prélever nos données en permanence. Même un robot aspirateur peut être capable d'informer son fournisseur sur la surface de votre appartement, sur le mobilier que vous pouvez avoir. Et donc, du coup, il va falloir être capable à chaque fois de peser les avantages et les inconvénients de ces machines. Et ça va être le travail de commission d'éthique, ça va être le travail de législateurs, puis ça va être tout un travail éducatif que l'institution scolaire
scolaire va devoir prendre en charge très vite pour que nos enfants apprennent à vivre avec ces machines, en se rappelant toujours que ce sont des machines, même si elles sont formidablement capables de simuler des êtres humains. Moi, je suis Sonia avec Julien de Sanctis. Ça va, Julien ? Ça va et toi ? Ouais, très très bien. Doctorant en philosophie de la robotique à l'UTC et aussi dans une start-up de robotique interactive qui s'appelle Spoon. On parle des émotions des robots, des robots sociaux, des robots émotionnels. Alors ça y est, on se dit qu'on n'a plus besoin de se faire d'amis, là, des amis de chair et de sang ? Non, je pense pas du tout. Déjà, il faut pas avoir peur des robots, il faut avoir peur des humains. Derrière les robots, c'est des humains qui les font, ça a déjà été dit et j'adhère à 100% à cette idée. Et de la même façon, du coup, non, les robots ne sont pas nos amis, les robots n'ont pas d'intériorité, les robots n'ont pas d'émotion. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables d'en simuler. Et vu qu'ils sont capables de simuler des émotions... C'est vicieux, non ? C'est assez vicieux. Après, ça dépend justement de qu'est-ce qu'on va faire de cette capacité de simulation. Maintenant, il faut voir à service de quoi ça va être mis. Est-ce que ça va être une sorte de ce que moi j'appelle un cheval de Troie émotionnel, donc mis au service de forces, disons par exemple économiques, qui n'ont pas le bien commun, par exemple pour objectif, ou est-ce qu'au contraire, l'émotion va être utilisée pour elle-même, c'est-à-dire comme vecteur de merveilleux, par exemple, et tout simplement on a vu des enfants tout à l'heure qui ont interagi avec un robot, et en fait, d'une certaine façon, cette logique qui n'est pas utilitaire peut presque se suffire à elle-même. Vous parlez, si je ne me trompe pas, aussi d'enfermement robotique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'enfermement robotique, c'est une formule qui m'est venue. Est-ce qu'ils vont être là comme des espèces de doubles asservis de nous-mêmes pour céder à nos moindres désirs, anticiper nos désirs ? Il y a des robots sexuels qui existent déjà. Donc est-ce qu'on aura affaire à une espèce d'image de nous-mêmes asservis ? Et dans ce cas-là, on sera toujours dans ce qu'on appelle en philosophie enfermé dans le même. Ou alors, est-ce que le robot va être mis au service d'une construction réelle d'altérité, c'est-à-dire qu'il va venir questionner notre humanité ? Et c'est ça qui est très intéressant. J'ai entendu, vous avez parlé de robots sexuels. Vous aussi, vous l'avez entendu. Hein. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Oh, ça va, Sonia. C'est prévu, vous inquiétez pas, on va y venir. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Fabien Rimbaud. Fabien Rimbaud, vous êtes le directeur général et le cofondateur de Cyberdroid. Et vous êtes un peu le papa de l'INBI ici présent. Vous avez en tout cas participé à la conception de ce semi-humanoïde mobile et autonome. Oui, complètement. En fait, là, on est une société qui a 7 ans. Avant, on était une association. Tout à l'heure, un de mes confrères parlait de l'association Caliban que j'ai créée il y a longtemps. On est une bande de copains. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des robots. Alors, présentez-nous l'INBI. Qui est-il ? Que sait-il faire ? Alors, l'INBI, c'est ce qu'on appelle en fait un cobot de service. C'est-à-dire que c'est une machine qui est capable de voir, entendre, parler, saisir des objets, se déplacer. Combien il coûte l'INBI ? Alors, aujourd'hui, on les vend aux alentours de 25 000 € hors taxe, mais on est plutôt sur de la location longue durée. L'INBI, ça pourrait être un de ces petits robots qui, dans l'avenir, nous aidera au quotidien, par exemple dans la maison, ou alors pour les personnes handicapées ou très âgées. Concernant l'aide aux personnes âgées, c'est notre Graal au sein de la société. On a même créé la société pour ça. Aujourd'hui, on refuse d'aller sur ce marché pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de cadre juridique, donc il n'y a pas d'assurance. Et donc, quid en cas d'accident, qui est responsable ? Je parle d'accident, pas de rébellion de la machine, mais tout simplement une personne âgée, par exemple, qui va prendre appui sur le robot, qui tombe, qui se casse le col du fémur, qui est responsable de la chose. Donc, c'est un marché qu'on évite soigneusement tant qu'il n'y a pas de cadre juridique. Il y a encore un vide juridique. L'INBI, est-ce qu'il peut se retourner contre nous ? C'est impossible qu'il se retourne contre nous. Je rejoins un petit peu ce que disaient mes confrères tout à l'heure. Fondamentalement parlant, ça reste de l'électroménager. Un four à micro-ondes peut exploser, mais c'est une défaillance mécanique. Le four micro-ondes ne va jamais vous attaquer. C'est de l'électroménager. Quand il me regarde comme ça avec ses deux yeux Mais bleus, là, comme ça, il m'impressionne un peu, je dois dire. Tu dis, il va te mettre un coup de pression, il va te faire tomber. Arrête, n'importe quoi. Déjà, est-ce qu'il va pas me piquer mon boulot ? Ah, déjà. En tout cas, ça vous fait réagir aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Tapanur qui nous dit « Les robots ont déjà investi nos foyers alors même que la lutte pour l'égalité des sexes n'en finit jamais de commencer. » Ou encore Sam Dégoûte qui nous dit « Les robots nous supporteront-ils ?» C'est surtout ça la question. Parce que l'homme change d'avis, d'humeur, mais pas les robots, évidemment. On va rester dans la twittosphère, justement. Qu'est-ce qu'en pensent les réseaux sociaux ? Voici le Story Flash de Juliette Jean. Certains robots sont effrayants, comme ce chien de Boston Dynamics qui sait ouvrir des portes et qui n'est pas sans rappeler le personnage d'un épisode de Black Mirror. Mais pas de panique, Fint maîtrise la situation. Ne vous inquiétez pas les gars, j'ai la situation en main.
En attendant d'adopter ces robots du futur, il en existe d'autres que vous avez déjà peut-être chez vous, comme l'assistant personnel Alexa, développé par Amazon. L'assistant vocal a parfois un comportement étrange, comme le rapporte Anne. J'étais seule dans la cuisine, sans lumière, désarmée, quand soudain j'entends un rire terrifiant venant d'Alexa. Holly Rose, en revanche, a une très bonne relation avec son robot domestique. Mes parents ont reçu Alexa pour Noël et tout ce qu'ils font, c'est lui crier dessus et être déçus par tout ce qu'elle ne sait pas faire. Alexa m'a remplacée et c'est génial. Les Japonais, eux, ont même remplacé leur petite amie pour les accueillir le soir en rentrant du boulot. Flippant les robots ? Ah, est-ce que c'est flippant les robots? Je vais poser la question. Ah, c'est quoi ton prénom? Laura. Laura, tu vis où toi? Paris. Paris, et elle a proposé très gentiment de filmer aussi ce flash talk. C'est pour ça que nous sommes en selfie comme ça. Est-ce que c'est flippant? Ça te fait peur les robots, toi? Honnêtement, non, parce que je me dis qu'il faut s'adapter, ils font partie de notre société. Après, ce à quoi on doit faire attention, c'est éventuellement aux programmateurs qui doivent quand même respecter et définir en fait des éthiques pour éviter, filtrer le maximum possible pour éviter à ce que les robots aient accès à des contenus intimes ou assez personnels. Au cas où justement ils se retourneraient contre nous ou que les programmateurs justement pourraient voler tout ça. Tu fais quoi dans la vie, toi? Alors, je suis chroniqueuse pour une web TV. Ah bah tiens, tout à l'heure on disait, est-ce qu'il y a des chances pour qu'on nous remplace, que les robots nous remplacent dans notre travail? J'espère pas, parce que quand même, imaginez un robot qui commence à péter un plomb en plein émission, ce serait un peu grave. Ouais, mais ça ferait du buzz. Et pourtant, en vrai, ça ferait du buzz ou pas? Peut-être que ça ferait du buzz. Et surtout, quand on regarde les chiffres, il y a quand même un petit peu de quoi s'inquiéter, puisque d'après l'OCDE, 66 millions d'emplois devraient disparaître dans le monde d'ici à 2030. Conséquence de l'automatisation de nos économies. Le risque quand même, Fabien, que l'INBI, je reviens à mon histoire, quand même, nous prennent notre boulot, il est réel quand même aujourd'hui. C'est ça aussi. Alors en fait, je vais faire très simple. Votre boulot, pas forcément, mais celui d'autres êtres humains, oui. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, en France, quand on dit qu'on produit français et ainsi de suite, la plupart est sous-traité dans des pays tiers. Par exemple, les pays d'Asie, l'Inde et ainsi de suite, parce que la main-d'œuvre y est très peu chère. Grâce aux robots, on est capable de pouvoir produire à un prix équivalent, mais sur notre territoire local. Ça va sans doute ramener de l'emploi chez nous, mais effectivement, peut-être en prendre à l'étranger. Après, si ça prend l'emploi d'un enfant de 8 ans en Asie, par exemple, ça ne me pose pas de problème si ça permet de recruter des gens qui vivent dans des conditions correctes. Est-ce que tout le monde sera d'accord avec le fait que ça va nous permettre de ramener des emplois chez nous? Je ne suis pas sûre. Ah bah alors tu sais, derrière moi, je vais aller voir les copains et les copines du public parce que j'entends que ça piaille. Ils se disent, oh là là, non, ça va prendre notre travail. Et justement, je pose aussi la question à Laurent Trombini. Ça va, Laurent? Ça va bien. Laurent, tu es employé chez Thales, une entreprise qu'on connaît bien. Tu es responsable du secteur politique revendicative à la Fédération Métallurgie CGT. Et donc chez Thales, toi, tu as vu arriver les évolutions technologiques, l'automatisation, l'évolution 2.0. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une transformation du travail extrêmement importante. Les métiers, comme disait mon collègue précédent, 60% des métiers qui vont être transformés dans les 20 ans à venir, c'est vrai. Et ça, par contre, si on ne veut pas qu'il y ait des dégâts en matière de social, effectivement, il faut anticiper. Et donc, il faut préparer les salariés, préparer les futures générations à des formations qui vont de pair. Sinon, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences. Aujourd'hui, il faut se poser la question, mais c'est aussi les politiques, il faut qu'ils se posent la question de notre indépendance sur ces sujets-là. Ils sont fondamentaux. C'est entendu, on reste sur les questions d'emploi, je crois. Et sur le médical, surtout puisqu'on a Léonore Benaïm avec nous aujourd'hui. Bonjour Léonore, vous êtes chirurgienne à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, en région parisienne. Racontez-nous en quoi la technologie et les robots ont révolutionné votre quotidien de chirurgienne. Alors le quotidien a pas mal changé, mais pour moi le robot reste un outil de travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'autonomie du robot ni en médical ni en chirurgie. Le robot ne fait qu'exécuter les mouvements du chirurgien et les reproduit en temps réel et permet d'accéder surtout à certaines zones anatomiques qui sont particulièrement inaccessibles
en cœlioscopie standard. La cœlioscopie, c'est cette chirurgie, cette microchirurgie où on utilise des petits instruments pour essayer d'éviter de faire des très grandes incisions sur l'abdomen. Et donc la cœlioscopie est aujourd'hui couramment utilisée, mais difficile dans certaines indications. Donc ça permet de réaliser aujourd'hui des chirurgies beaucoup moins mutilantes, puisqu'on n'est pas obligé d'ouvrir grandement, et on peut faire la même chose avec des petits instruments plus précis. Et est-ce que la main du robot peut se révéler plus performante que celle d'un être humain dans la mesure, par exemple, où elle ne tremble pas, elle ne peut pas trembler? Alors elle tremble, elle élimine une partie des tremblements du chirurgien, mais c'est vraiment à l'échelle millimétrique. Si on tremble réellement, la machine va trembler aussi. C'est simplement les micro-tremblements qui sont éliminés par la machine, mais la machine, encore une fois, reproduit exactement les mouvements du chirurgien. Jamais aucun robot n'a échappé à votre contrôle? Non, ni même aucun saignement qui a fait qu'on avait ouvert en urgence. Parfois, il y a eu des difficultés, mais ça n'est jamais arrivé d'avoir à faire ce type de choses en urgence. Mais on pratique ces gestes au cas où. Donc tous les ans, on refait des simulations pour voir comment s'installer au mieux pour, en cas de problème, pouvoir rattraper le coup, mais ça n'est jamais arrivé. Évidemment, il se passe aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a Nastinas qui nous dit on remplace l'humain par les robots et l'intelligence artificielle beaucoup plus performants. Il faudra bien trouver une solution au chômage. Ou encore Micro qui nous dit le robot tondeuse s'occupe du jardin. L'assistant ménager finit de nettoyer le salon. Le réfrigérateur connecté commande des courses. Roger dans son fauteuil s'ennuie à longueur de journée. On se balade ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le plateau est là-bas, mais on va quand même aller voir des gens. Bonjour monsieur, bonjour. Ça va, je suis Rafale de l'émission Flash Talk là. Bonjour. On parle des robots aujourd'hui. On parle aussi un petit peu d'emploi. Ça vous fait peur les robots, vous ou pas? Non, non, pas du tout. Moi, je suis ingénieur informaticien. Ah, bien. Ça tombe bien. Ouais. Non, ça me fait pas peur. Je pense qu'ils vont progresser, se développer. Et je pense que nous aussi, on va se doter de nouvelles capacités. Et donc, en fait, on va intégrer ça en nous. On va progressivement avoir plus d'intelligence, plus de faculté de se souvenir des choses. Ouais. Et donc, en fait, on va se merger avec les robots au fur et à mesure. Il y a quand même des doutes dans le public. J'entendais les gens disent ouais, mais quand même, les robots, ils vont nous piquer notre travail. Alors, c'est possible. L'important, ça va être d'être capable de progresser aussi dans l'information des gens. Moi, je n'oppose pas les deux. Pour moi, ça va être nous, les robots, en fait. Ce n'est pas deux espèces séparées. C'est nous qui allons progressivement se transformer en robots tout en gardant notre conscience de nous-mêmes. Ça va être nous les robots bientôt. Hop, je bouge déjà comme un robot. Super intéressant ce que vous dites. N'hésitez pas à venir nous retrouver là sur le plateau. On va en parler dans un instant, camarades, ok? Ici, Damien, c'est notre community manager. Il vous a posé aussi des questions sur notre Instagram. Quelles sont les questions du jour? Alors, 2 questions. Peut-on faire confiance aux robots? Et la deuxième, les robots vont-ils nous mettre au chômage, comme demandait Sonia? Bah tiens, justement, on en parle. Mikaya, lui, croque. Tout ce qui se passe, tout ce que vous dites est enregistré dans l'intelligence non pas artificielle de ce monsieur pour ensuite aller sur cette page blanche. Premier dessin, Mikaya. Oui, parce qu'on a vu l'angoisse par rapport à la mise au chômage des gens. On imagine un SDF qui est dans la rue et qui est au chômage à cause des robots. Et puis plus de temps pour se reposer grâce au robot. Et le robot flic qui arrive et qui dit circuler, il est interdit de se reposer sur la voie publique. Et un dernier peut-être, avant de retourner sur le tapis de Flash Talk. Oui, toujours pareil, le travail. Quelqu'un qui est avec un robot devant une autre personne qui lui dit « Vous avez de grandes qualités managériales, mais nous avons décidé de vous remplacer par ce robot. Il est beaucoup plus humain. » Mais en même temps, c'est vrai, avec ses petits yeux, il a l'air quand même plus sympa que cette personne là derrière son bureau. À tout à l'heure, Mikaya, pour la conclusion. Et je vous confirme que l'inquiétude sur les conséquences sur l'emploi sont exprimées aussi dans le public de Flash Talk. Je suis avec Aline et Christine. Ça vous fait peur, vous, l'arrivée des robots dans le monde du travail? Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. C'est joli, c'est beau, c'est impressionnant, mais le robot ne peut pas tout faire comme un humain. Ça ne pourra jamais remplacer un humain, un robot. Moi, ça me révolte un petit peu de voir qu'on essaie de remplacer l'homme par des machines. Mais un robot, chez moi, je ne pourrais pas avoir ça. Mais même pour ma mère, je n'aurais pas de confiance à avoir un robot pour aller servir ma mère un verre d'eau ou pour la faire manger ou pour changer sa couche. Non, ça ne peut pas remplacer une femme de ménage. Nous aider, oui, mais pas nous remplacer dans le travail, c'est ça? Oui, oui. Christine, vous êtes d'accord avec ça? Moi, personnellement, je suis contre le robot. Carrément contre? Contre.
Non, pas 100%, mais je suis quand même contre parce que je vois maintenant, dans le monde où on vit, il y a déjà beaucoup de chômage. Il y a beaucoup, même j'ai 3 enfants. Bon, il y en a un qui a il va avoir 24 ans. Et il a son bac, il a tout ce qu'il faut. Et jusqu'à maintenant, il ne trouve pas du travail. Alors, si vous mettez des robots, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, les futurs, les enfants? D'accord, vous faites les robots. Bravo, c'est bien. Vous remplissez vos poches. Mais nos enfants qui viennent derrière, là, ils vont remplir vos poches comment? Ils vont faire quoi? Ils vont vivre comment? On a déjà plein de problèmes de les trouver quelque chose. Ils vont à l'école pour étudier et tout ça, et à la fin, ils n'ont rien, parce qu'il y aura des robots, et eux, ils vont faire quoi? Rafale. Derrière moi encore, je voudrais poser cette question. Est-ce que vous avez peur que les robots vous piquent votre travail, ou alors vous entendez, hein, il faut s'adapter, c'est l'évolution, c'est comme ça. C'est quoi ton prénom? Camille. Ça va Camille, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis comédienne. Bon comédienne, des robots comédiens, ça pourrait te faire flipper ça? Oui, un peu quand même. Et sur le débat plus général, est-ce qu'il faut avoir peur des robots? Alors, je trouve que peur est un grand mot, mais je pense que je suis plutôt inquiète, surtout sur le plan intrusif des robots et également sur le plan social. Est-ce qu'on ne va pas perdre un peu ce lien social d'aller parler avec les vrais gens, des vrais humains? Est-ce que toi-même tu utilises ces petits robots, intelligence artificielle, les choses connectées? À part mon téléphone, non, je n'ai pas de Google Home ou Alexa. Voilà, elle a pas ça, elle s'en porte pas trop mal, je crois. Hein. Je pose la question à côté, c'est quoi ton prénom? Agnès. Agnès, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis fonctionnaire. Alors, mais quoi? Tu fais quoi? Dans la santé. D'accord. Dans la santé, on a parlé de la santé. D'accord, on a parlé de la santé il y a un instant. Les robots, ça te fait peur, toi? Un peu quand même. J'aurais déjà peur qu'ils bug. Il y a souvent des pannes déjà au niveau de l'informatique et moi je ne suis pas en mesure de remédier à ces erreurs. Pourquoi ils se réparent pas tout seuls? C'est terrible quand même. C'est terrible, hein. Déjà j'étais en colère tout à l'heure après mon ordinateur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir réparer l'ordinateur de cette personne, s'il vous plaît? Ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. Sonia. Écoutez, je suis avec un prof de robotique, donc je ne sais pas, peut-être que vous pouvez faire quelque chose. On va essayer de réparer ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, vous êtes professeur de robotique à l'IUT de Cachan. Voilà, moi je trouve qu'on se trompe de colère par rapport à la robotique. C'est-à-dire qu'on en veut aux robots alors que ce n'est pas vraiment le problème. Oui, moi je pense que contrairement à ce qui a été dit, il va y avoir du chômage, il va y avoir de la perte d'emploi. À cause des robots? Oui, il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. Mais que je tâche, personne ne critique le tracteur dans les champs. Eh ben, c'est de la même manière, il ne faut pas en vouloir aux robots. Moi, je crois que le problème, il est plus général, il est politique. C'est-à-dire que les robots, ça va nous donner de la productivité, de l'argent. Le problème, il est peut-être autour de la répartition de l'argent et la répartition du temps de travail. C'est-à-dire qu'on peut travailler moins, et il suffit simplement qu'on répartisse les richesses. D'ailleurs, je précise, on met des robots sur des tâches industrielles. Franchement, si on remplace un humain par un robot, ça veut dire que l'humain avant, il était un peu robot pour la tâche qu'il faisait. Moi, je trouve que c'est plutôt bien de mettre un robot à la place d'une tâche qui était vraiment pas très sympathique. Sonia, j'ai quand même une remarque intéressante que j'entends du coin de l'oreille ici. C'est quoi ton prénom? Aurélie. Aurélie, tu vis où toi? En région parisienne. Alors, Aurélie, alors tu as entendu ça et tout de suite tu as dit quoi? Du tac au tac? Oui, mettre des robots à la place des humains sur des tâches pénibles. Enfin, on a tous le souvenir de cette publicité où le robot peignait la voiture. Évidemment, il vaut mieux que ce soit le robot qui respire les effluves de peinture. Pour autant, quand on met le robot et que derrière il reste des humains, si le robot donne le rythme, derrière on a des humains qui ne peuvent pas forcément suivre. Ah ouais. Enfin, moi j'ai en tête une amie qui travaille dans une usine, je ne citerai pas le nom, mais qui fabrique des fers à repasser pour une marque célèbre. C'est difficile pour elle derrière. De suivre Le rythme la cadence, du robot. quoi. La cadance. Alors effectivement, le robot, il a pris la tâche la plus pénible de la chaîne, mais derrière, on a laissé des humains. Et elles n'ont pas pu dire ce qu'elles ressentent, parce qu'elles n'ont plus le temps. Elles ne se parlent plus, il faut qu'elles suivent la cadence du robot. Elles ont même plus le temps de résister ou de revendiquer. C'est quand même terrible ce que vous nous dites là. Moi, je suis à côté de Fabrice Sabre. Ça va, Fabrice? Ça va. Fabrice, lui, c'est le premier Français à être doté d'une prothèse robotique connectée qui fonctionne avec une appli sur son téléphone portable. J'imagine que c'est cette prothèse, elle est ici. Exactement. On peut tout faire avec? On peut presque tout faire avec. On peut se serrer la main? On peut... Ah, c'est avec quelle poigne quand même. Oh, oh, oh. Il plaisante pas, Fabrice. On peut se checker? On peut faire ça? Ok, super, Fabrice. Tu entends le débat depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
Ça veut dire que je suis à 25% dangereux pour certaines personnes, déjà. De rien. En fait, c'est l'autre partie qui est vraiment dangereuse, hein, faites attention. En fait, je reviens un peu sur ce que Madame a dit, là, sur la robotisation, sur le fait que les personnes suivent la cadence, sur est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. En fait, on a une convergence professionnelle qui est en train de se faire, à mon avis, sur les 10, 20, 30 ans. On va aller voir un peu plus loin, où en fait, les métiers tels qu'on les connaît maintenant, donc ça peut être manutentionnaire dans une usine, ça peut être caissier quelque part, en fait, ça va disparaître. Mais il ne faut pas oublier que si quelque chose disparaît, c'est qu'on va peut-être avoir quelque chose qui va se créer autour. Donc, quelque chose de mieux. Eh ben, on tend peut-être... Ah bah tiens, le robot a fait... Oui, mais parce qu'elle a une histoire avec mon bras, enfin bon, c'est une autre histoire. Et éloigner les enfants robots des écrans. Le progrès, en fait, il est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a un progrès immédiat où on se dit « oulala, 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 ça va être la fin du monde ». Et ce progrès, on se rend compte peut-être 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans après, qu'en fait, c'était important. Ne serait-ce que sur, je ne sais pas, on prend le premier vaccin qui a été fait par Jenner sur la variole, il a fallu attendre 30 ans pour que les gens se disent quand même, ah ouais, mais en fait ça sert à ça marche vraiment, c'est etc., etc., etc. Et donc on a changé complètement la face du monde. Et la robotisation, sans parler d'intelligence artificielle, amène quelque chose. Donc il faut aussi regarder ça. Moi, par exemple, je suis un exemple. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis photographe. Ça a changé ton métier. Alors, il faut le dire, tu as perdu cette partie du bras à l'occasion d'un accident, à cause d'un accident. Oui, j'ai eu un accident à l'âge de 4 ans. Je suis passé sous un tracteur tondeuse. J'ai pas eu de prothèse pendant 36 ans. Et puis, quand on grandit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire exactement de la même façon. Par exemple, c'est lacet. Par exemple, ouvrir une porte tout en tenant un sac ou ce genre de choses, etc. etc. C'est vraiment des petits gestes du quotidien. Un des plus simples, c'est pour ceux qui prennent leur café le matin au troquet du coin, c'est juste ouvrir un sucre. C'est plus simple avec deux mains qu'avec une main, parce qu'avec une main, on va utiliser sa bouche. En utilisant sa bouche, au bout d'un moment, ça devient chiant. C'est-à-dire que on pourrait croire que ça pourrait paraître terrifiant, mais le vrai génie, c'est là-dedans. C'est-à-dire que c'est ça qui me permet vraiment, il y a tout, il y a une programmation, il y a des méthodes de communication qui sont faites dessus. Après, il y a des capteurs, etc. C'est comme une grosse clé USB, quoi, là. Ah ouais, grave. C'est-à-dire que, en fait, je peux même faire des choses inutiles, d'accord? Et faire des choses inutiles, c'est ce qui rend rigoureusement indispensable ce type de technologie. À partir du moment où on peut tout faire, autant de l'utilité, donc ouvrir une porte, tenir son téléphone, ou alors faire juste un You Rock, c'est parfait. Fabrice, c'est génial. En tout cas, merci pour cette démonstration. Est-ce que tu as un canon laser là-dedans? Non, je ne suis pas Cobra. Non, mais vous vous rappelez de ce dessin animé génial où le gars enlevait son bras et faisait... Non, tu fais pas ça encore? Non, pas encore. Tu n'es pas encore mon héros, Fabrice. Et ça s'appelait... qui devrait le réaliser. Entendu, très bien. Ça s'appelait Cobra, ce dessin animé de notre enfance, mon cher Rafale. Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne, auteur également, j'en profite pour le montrer, des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités chez Plomb. Vous vouliez rebondir sur cette question qu'on évoque depuis tout à l'heure. Est-ce que le robot va remplacer l'homme dans le travail? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils sont concurrents? En fait, ils sont très complémentaires, ou plutôt, il faut apprendre à être complémentaires avec les robots. C'est là qu'on va gagner beaucoup. Et quand on voit l'expérience, ce qu'on vient de voir pour la prothèse, par exemple, c'est éminemment vrai. C'est-à-dire que c'est l'humain qui a cette capacité de s'adapter. C'est le talent de l'humain qui va pouvoir s'adapter à la machine. Le Comité national de bioéthique qui vient de rendre des avis en parle très peu en fait de l'intelligence artificielle et de la robotique, et je pense qu'il est urgent que ces sujets soient appréhendés au niveau où il faut le faire, au niveau international. Nous, on est chercheurs ou professeurs. Pour beaucoup, on parle de tous ces sujets au niveau international. Ce sont des normes et des standards qu'il faut trouver pour tout le monde. Les robots ne représentent pas une menace pour tout le monde. Il existe plusieurs sortes de prototypes fabriqués en France, destinés à être de véritables assistants au sein de notre et de votre foyer. Notre reporter Estelle Janjo s'est fait un nouvel ami. Il s'appelle Buddy. Il mesure 60 cm, ne souhaite qu'une chose, être adopté par toute votre famille. C'est le hashtag Amis pour la vie. Salut Buddy. Salut Estelle, salut tout le monde. Est-ce que tu es content d'être là? Oui, je suis très content d'être avec l'équipe de Flash Talk. Montre-moi l'étoile de mer. Trop fort. Ouais. Si je lui tape
dans les yeux. Je ne ressens pas la douleur, mais c'est très agaçant. Pouvez-vous arrêter ça? Je continue. Activity, ça veut dire que s'il est à 0, il restera dans son coin, donc vous ne l'appelez pas pour demander la météo, un service particulier. Si vous le mettez à 100%, ou en tout cas à plus que 0, il va avoir, là, il va avoir beaucoup plus envie de venir vous chercher. Attention, le pauvre. Faut être gentil avec lui. Oui, oui, faut être gentil avec lui. Ok, pas trop vite, ok. Je vais pas trop vite. Mais s'il n'y a pas trop d'obstacles, ça devrait aller. Parce qu'un enfant, ça va vite. C'est pour ça. Et sans obstacle, comme ça. Bien ici. Trop vite. Vous l'avez reconnu dans le sujet d'Estelle, je suis avec Rodolphe Hasselwander, CIO de Blue Frog Robotics, le père de Buddy, le petit robot qu'on vient de voir, l'anti-Terminator. Exactement, tu as tout compris. Nous, justement, l'idée, on part du principe que justement, il peut y avoir des peurs autour des robots. Et donc, on a tout fait autour de Buddy pour qu'il soit accepté demain dans les maisons. Notre objectif, c'est de mettre des Buddy chez tout le monde. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ce côté acceptabilité, empathie et créer du lien émotionnel entre les gens et les machines. Pour moi, c'est la clé de la meilleure interface demain. C'est si on a ce lien qui s'établit. Et du coup, on aura forcément plus naturellement envie d'aller parler à son petit robot qu'à son enceinte Google Home. Mais regardez-moi cette petite tête là. Hein, regarde, il est il me réagit quand je fais ça. Ça va, mon coquin? Ouais, super. Vous avez pas mal bossé sur l'esthétique aussi de ce robot quand même. Bah oui, c'est très important. Il faut aussi imaginer que demain, c'est un robot qu'on aura chez soi. Et donc forcément, on a envie d'avoir des belles choses, à la fois mignonnes, sympathiques, mais aussi un bel objet qu'on sera content d'avoir dans son salon. Voilà. Il sert à quoi? À terme, nous, on vise vraiment le grand public, la famille, et d'avoir un robot qui va nous simplifier la vie ou nous divertir au quotidien. Donc, en termes d'application, ça va être je sécurise la maison quand vous n'êtes pas là, je patrouille, je regarde s'il n'y a pas un cambrioleur ou un problème. D'ailleurs, je crois que les Américains vous ont fait une petite demande spéciale en termes de sécurité. Oui, c'est vrai. On peut mettre des accessoires sur le robot sur le côté. Donc, les Américains nous ont demandé si on pouvait mettre un taser pour que lorsqu'ils détectent un cambrioleur, ils puissent agir directement. Il n'a pas envie d'être violent. Regardez sa tête. Il a dit non, je ne veux pas utiliser un taser. Je ne veux pas être un... Voilà, maintenant il est triste, le pauvre. Combien ça coûte, dis-moi? Ça va coûter 1 500 €. Ça va coûter 1 500 €. On pourra le déclarer aux impôts? Une part de plus ou pas? Faut voir. Faut voir. On va en parler avec nos politiques. C'est vrai que nous, ce travail sur l'acceptabilité et de créer du lien émotionnel, je suis d'accord, il ne faut pas mentir aux gens. Maintenant, il ne faut pas aussi penser que les gens sont tous bêtes. Ça choque personne d'avoir son enfant qui a son doudou, qui lui parle, qui l'emmène partout, qui lui raconte tous ses petits secrets. Et on n'a jamais dit à un enfant arrête de parler à ton doudou, tu sais bien qu'il n'est pas vivant. Donc, doudou du futur. Buddy, c'est le doudou des adultes de demain. J'essaie de lui pincer les joues depuis tout à l'heure. Là. Regarde. Ouais, reste tranquille. Alors Le doudou des adultes. Qu'en dit le psychiatre qui est avec nous aujourd'hui? Je vous rappelle que Serge Tisseron est avec nous, psychiatre, docteur en psychologie, auteur du petit traité de cyberpsychologie pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'intelligence artificielle pour une lanterne. Est-ce que les robots seront demain les doudous des adultes? Alors, absolument pas. Le propre d'un doudou, on le sait bien, c'est qu'il restitue à l'enfant ce que l'enfant y met. Mais un robot restituera toujours à son usager ce que le programmeur y a mis, et éventuellement ce que l'usager a pu y mettre aussi dans un apprentissage, mais d'abord ce que le programmeur y a mis. Et aujourd'hui, les programmeurs font beaucoup d'efforts pour nous rendre les robots les plus sympathiques possibles. Alors, des mimiques qui imitent encore de très loin les mimiques humaines. Le problème, c'est que ces mimiques des machines, elles risquent beaucoup d'appauvrir les mimiques des gens qui les regardent. Vous savez, on sait que chez l'être humain, il y a une tendance à l'imitation des mimiques. Vous voyez quelqu'un vous sourire, vous lui souriez. Vous voyez quelqu'un vous faire la gueule, vous faites la gueule. Ça commence quand l'enfant est tout petit, ça continue toute la vie. Ces robots qui ont des mimiques très caricaturales, ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils appauvrissent nos mimiques humaines. C'est pour ça que ces machines, bon d'accord, dans les familles, mais il faudra vraiment très sérieusement encadrer l'utilisation que les enfants pourront en avoir et mettre en garde les usagers contre le risque que les robots qui seront tellement agréables ne doivent pas pour autant être préférés aux deux humains qui sont moins agréables. On parle des robots au quotidien, justement. Une illustration concrète avec ce qu'on appelle les voitures autonomes. Les Google Cars sont déjà en circuit autorisé au Nevada. Aux États-Unis, il y a eu des accidents mortels d'ailleurs. On va en parler avec Jean-Louis Lequeux, consultant expert sur les systèmes de transport autonome. Alors la voiture autonome, c'est pour quand, Jean-Louis?
Alors ça va dépendre vraiment du niveau d'automatisme qu'on souhaite. Aujourd'hui, on a déjà des voitures qui sont partiellement autonomes, qui nous permettent de nous assister sur un certain nombre de tâches, telles que le parking qui permet de lâcher le volant et de garer sa voiture. On a aussi d'autres fonctions disponibles à l'aéroport de Lyon, par exemple, qui sont des robots qui vont prendre en charge la voiture pour la garer automatiquement et pour nous faire gagner du temps quand on va prendre l'avion. Ça, ce sont des systèmes aujourd'hui issus de toute la recherche dans le domaine du véhicule autonome, dans le domaine du véhicule robotisé, qui peuvent déjà nous permettre d'apporter du confort, du service, de la facilité d'usage. Puis on a des questions de fond à résoudre. Comme quoi, par exemple? Prise de décision. Ça veut dire quoi? L'un des exemples les plus frappants dont on parle souvent, c'est la décision que vous devez prendre quand vous êtes sur un carrefour avec une situation qui peut être accidentogène. Qu'est-ce que vous choisissez? De monter sur le trottoir, de continuer effectivement sur le passage clouté, de prendre la voie qui était à l'extérieur. Ça, ce sont des décisions aujourd'hui qu'on est capable de prendre en tant qu'humain, avec plus ou moins de difficultés. Mais rien que pour nous, déjà, c'est galère quand même. Hein. Exactement. Donc, il faut voir effectivement vis-à-vis d'une machine comment ça va se dérouler et avoir un excès de confiance dans les décisions que peut prendre la machine. Aujourd'hui, clairement non. Alors, des voitures autonomes un petit peu partout dans 10 ou 15 ans dans ce pays. Est-ce que ça inquiète Jean-Paul Le Chevalier? Bonjour. Vous êtes le porte-parole de 60 millions de piétons. Voilà. Est-ce que les piétons que vous représentez ont du souci à se faire? Je ne crois pas. Je pense que le véhicule autonome résoudra un certain nombre de problèmes très graves dans notre pays. Le fait qu'on ait, par exemple, 3500 morts par an sur la route, très largement du fait que des conducteurs vont trop vite, téléphonent, sont agressifs, sont somnolents, et encore d'autres, je pourrais citer encore d'autres choses. Tous ces comportements humains seront éliminés dans la voiture autonome? Eh bien, là, très largement, oui, je pense. C'est vraiment un progrès sur ce sujet-là. On élimine toutes les causes humaines. Il y aura d'autres accidents. Il y aura forcément d'autres accidents. On disait tout à l'heure, la voiture prendra une décision, elle prendra peut-être une mauvaise décision. Mais l'alcool, le téléphone, l'endormissement, l'agressivité, les excès de vitesse, tout ça, terminé. Et je suis certain que c'est un élément très important dans le nombre d'accidents et de morts. Je suis donc très confiant dans ces robots. Je vois ça. C'est quoi ton prénom, toi? Baptiste. Alors, toi, voiture autonome. Confiance ou pas? Je suis à fond sur les voitures autonomes, mais je trouve qu'on en fait un peu trop sur les accidents qui se passent en voiture, en fait. Parce que nombre de kilomètres parcourus, nombre de voitures autonomes qui existent et nombre d'accidents, c'est pas comparable à ce qui existe actuellement avec les voitures qui sont pas autonomes, justement. En plus, je voulais préciser un petit truc par rapport au robot, mais on n'a pas du tout défini ce que c'était un robot. En tout cas, j'ai entendu personne le dire, et je trouvais important de le préciser. Mais Google Home, c'est pas un robot, par exemple. Google Home, c'est un programme. Et un robot, il y a forcément une partie électronique, mécatronique. Mais du coup, oui, voiture autonome, moi, je suis à fond. Ouais. Bon, si vous voulez la définition du robot, moi, j'ai tous les spécialistes du jour qui sont là, qui vont peut-être me donner. C'est quoi un robot? Pour moi, un robot, c'est une entité qui est capable de se déplacer, de bouger, d'interagir avec les gens de façon intelligente. Voilà. Laurence? C'est percevoir son environnement, raisonner, décider et avoir des actions dans l'environnement. C'est les trois notions minimum pour dire que c'est un robot. Après, il y a des robots qui bougent et d'autres qui ne bougent pas. Il suffit qu'ils bougent un peu, soit la tête, soit un bras, pour qu'on considère que ça fait partie de la robotique. Il faut qu'il y ait un mouvement. Maintenant, on différencie les humanoïdes, les androïdes, les géminoïdes. Humanoïde, c'est une forme humaine. Androïde, c'est ressemblant vraiment à un humain, donc ça marche. Un géminoïde, c'est un jumeau d'un humain. Et ça me fait arriver à une vaste question qui, moi, m'interpelle. C'est qu'en fait, dans ce domaine sur la robotique, l'intelligence artificielle, on a un monde très masculin. Et demain, on parle donc de robots empathiques, émotionnels, qui sont censés donc imiter. Et tous ces modèles seront faits par des concepteurs masculins. Ça doit nous inquiéter, nous, en tant que femmes. On va être confrontés à un monde de robots en plus sexiste? Un peu, ouais. Qui reproduit des stéréotypes, avec cette idée qu'en fait, toutes ces machines qui vont nous entourer seront faites à 80% par des hommes
qui n'ont pas forcément les mêmes regards sur la vie, sur l'aspect social, sur la famille, sur tas de choses. Hein. Il faut dire, les filles, allez-y, allez travailler dans Sonia, les ça robots. ricane derrière moi. J'ai un groupe de garçons qui ricanent. Pourquoi, les gars? Ça nous étonne pas, hein, des groupes de garçons qui ricanent. Attends, on les connaît, hein. Je parle pour nous deux, mais en fait, on travaille au labo d'intelligence artificielle de l'école ESUA. Et on est 2 mecs et 3 filles. Donc, c'est pas des statistiques, ça, monsieur. C'est pas des statistiques, mais c'est du réel, c'est du réel. Hein. Non, c'est moi, excusez-moi. Donc après, on peut dire ce qu'on veut, mais si déjà il y a une majorité de filles qui travaillent sur les intelligences artificielles alors qu'il est dans les écoles d'ingénieurs, je pense qu'on n'est pas en droit de dire que la robotique ne représente que les mecs, en fait. C'est même Attendez, complètement faites des statistiques, hein, que ce soit dans toutes les écoles d'ingénieurs ou de robotique, il y en a moins de 10% de filles, 15%. Donc je ne dis pas n'importe quoi, ce sont des chiffres. Et il serait souhaitable qu'il y ait plus de femmes qui viennent sur ces métiers, qui sont des métiers très intéressants, très interdisciplinaires, où on va aussi travailler, comme on l'a vu, avec des psychologues, des sociologues, des psychiatres, des philosophes. Il faut ouvrir énormément ces sujets au monde féminin. Et quand même, là, le buddy qu'on a vu tout à l'heure dans l'émission, il est genré, lui. C'est un petit garçon, c'est une petite fille. Bon, il n'a pas vraiment de genre, mais Buddy, c'est quand même un nom de mec. Alors Quand on dit qu'il n'a pas vraiment de genre, ça veut dire que c'est Ça le veut genre dire que c'est un masculin. J'avais quand même une dernière question, parce qu'on l'avait évoqué tout à l'heure avec Rafale. Cette histoire de sexbot, les robots sexuels. Ah, est-ce que Buddy peut être un robot sexuel? Buddy, Buddy, on peut lui rajouter Ah bah attends, le micro, on l'entend pas. on peut lui rajouter des accessoires? On peut lui rajouter des accessoires. On m'a déjà posé certaines questions, donc je tairai le contenu. Mais quel vicieux celui-là. Non, mais ça existe, sérieusement? Oui, bien sûr, ça existe, les robots sexuels. D'ailleurs, il y a même des maisons closes de robots sexuels en Suisse. Et a priori, d'ailleurs, ils ont fait un test avec un robot sexuel qui a eu beaucoup plus de succès que les vraies femmes. Donc, C'est quoi ton prénom, toi? Odile. Odile, elle me dit quoi? Elle me dit C'est surprenant. comment tu voudrais pas... Regarde, tu voudrais pas être remplacé par un robot sexuel? Mais non, mais quand t'as la migraine, tout ça, non? Pour ton mari? Oui. Oui. Ça peut... Je sais. J'ai ma rédactrice en chef qui me dit, Raphaël, t'es vraiment un gros macho. Oui, elle a pas tort, c'est vrai. T'as raison, pour le coup. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai Fabien et j'ai Serge Tisseron qui veulent réagir sur les robots sexuels. Fabien, oui. Alors sur la question du robot sexuel, c'est toujours quelque chose qui fait rire, qui amuse, mais en fait c'est aussi un sujet qui est extrêmement sérieux. Faut quand même pas oublier qu'il y a une part de la population qui est dans une misère sexuelle qui est très élevée. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, les paraplégiques, les tétraplégiques, qui parfois ont des besoins physiologiques. Voilà. Comme dit le dicton, quand il faut que ça sorte, hein. Attendez, et c'est moi le macho? Pardon. Non, mais ça va aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Hein. Donc la question de la misère sexuelle est un vrai problème de société. J'ai été au salon Novak qui était à Bordeaux pas plus tard qu'il y a une semaine, où justement il y avait une sorte d'appareil pour les personnes paraplégiques pour pouvoir se satisfaire eux-mêmes, donc déjà des prémices de robots sexuels. Donc c'est drôle, c'est amusant, c'est graveleux, mais la misère sexuelle est un phénomène réel. Bien sûr, c'est un sujet très très sérieux. Oui, Laurence. Il n'y a pas que ça. Hein. Au Japon, les hommes divorcent, qui ont des familles, des enfants, divorcent pour se mettre avec des robots sexuels. On n'est plus sur le même sujet et je pense qu'il y a un engouement économique aussi. Ce sont des machines qui sont appréciées dans le monde asiatique. On voit arriver ces dérives. Il faut penser à ce que c'est que la famille, ce que c'est que l'image de la femme aussi. Alors attention à ces dérives. Hein. En tout cas, vous, sur les réseaux sociaux, ça vous fait réagir aussi. #FlashTalk. Monsieur Headshooter nous dit les robots vont finir par remplacer les chômeurs, si je comprends bien. Ou encore Wardouchai qui dit il y a des influenceurs robots sur Insta qui ont plus d'1 million d'abonnés. Ils ont une vie, des amis, posent avec les marques, soutiennent LGBT et tout. C'est vrai, effectivement, j'en suis même plusieurs. Olivier nous dit, pour les robots sexuels, le vibro est déjà un outil pratiqué très fréquemment par les femmes. Quant à devenir nos meilleurs amis, c'est très variable. Notre ami Damien, lui, est véritable aussi. On vous a posé 2 questions en sondage sur Instagram. Nous avons les réponses. Oui. Peut-on faire confiance aux robots? La réponse est 32% oui et 68% non. Et quand même, hein. Quand même. Ouais. Et les robots vont-ils nous mettre au chômage? Là, manifestement, c'est très négatif. 68% oui, 32% non. C'est pas vraiment la confiance. Alors, pour nos followers Instagram, les robots ne sont pas nos meilleurs amis. Michael, lui, c'est mon meilleur ami cartooniste. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vais continuer dans ça, puisque les robots vont-ils devenir nos meilleurs amis? On voit une personne âgée, un robot à côté, 4 boutons, et le robot qui dit « Pour un geste amical d'affection, tapez 1 ». C'est l'enfer, ce truc. Je veux même pas savoir ce que tu as imaginé pour 2, 3 et 4. Hein.
Et puis, pour pas me faire traiter de dessinateur misogyne, je pense aux femmes. Donc, 2 femmes devant un robot qui est en train de faire la vaisselle. Et puis, la fille qui dit « Waouh, efficace ces nouveaux robots ménagers !» Et l'autre qui dit « Tellement plus fun en version Chip and Dale ». C'est vrai que c'est joli à regarder, hein. Et pour finir, on va se projeter peut-être dans l'avenir, je sais pas, en 2099, on imagine dans une entreprise de robots à la machine à café. Et il y en a un qui dit « Ah non, pas question d'embaucher des humains. J'aurais trop peur qu'ils nous piquent notre boulot. » Oh là 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 là, c'est terrible, c'est pour 2099 ça. Hein. Merci Mickaëla. Allez, je vous propose pour conclure les débats, je suis sûre qu'il les a suivis avec beaucoup d'attention et de curiosité, d'accueillir à présent Jean-Baptiste, notre humoriste du jour, qui va donc conclure cette émission. Jean-Baptiste, il est là. C'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors c'est moi Jean-Baptiste, j'ai bien écouté tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais agriculteur et aujourd'hui, je suis humoriste. Alors, il faut dire que l'agriculture, les robots, ça a changé notre existence. Hein. Maintenant, on est high-tech. Mais il vaudrait peut-être mieux que je laisse la parole à mon copain Biscuit, éleveur laitier en Périgord. Eh ben ouais, et nous maintenant, putain, tout est robot. Et, le bâtiment, il est robot, le tracteur, il est robot, la ferme, elle est robot, ma femme, elle est robot, et la grand-mère, elle est robot. Parce que maintenant, c'est la grand-mère qui va poser le glyphosate dans les champs. La programme, il va toute seule. Terminé. Ça va super bien. Après, nous, on a la machine laitière. C'est pareil. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que les vaches, faut dire, des fois, elles ont un peu peur d'y monter dedans. Hein, parce que, bon, elles ont un peu peur d'aller à Disneyland. Alors, allez, vas-y, Magali, monte. Oups. Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Oh, mais, putain, je suis coincé. Oh, merde. Oh, Fabrice, je suis coincé là dans la vache. Faut que tu me donnes un coup de main là. Dépêche-toi. Là. Allez. Ah ouais, mais attends, c'est le moment d'essayer ton bordel si ça marche. Putain, alors tire sur mon bras et on va s'en sortir. Dépêche-toi parce que la machine va nous traire à la place de la vache. Tire sur mon bras, nom de Dieu. Putain, on va tout. Ah, merci Fabrice. Et ben voilà. Alors, bon, ça peut faire peur un peu la robotique, mais si ça peut nous permettre de se donner une bonne poignée de main humaine, bien franche avec Fabrice, qui arrive, eh ben, moi je dis bravo. On peut ? Voilà. Merci. Merci camarades, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission, Sonia. C'est passé vite. C'est toujours comme ça. Hein. Linby est toujours avec nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On le garde avec nous, le petit Linby ou... Je sais pas. Je vais en tout cas lire le tweet de fin, au moins, puisque le débat, lui, continue sur le hashtag FlashTalk. Il y a Damien qui nous dit « Quel sera le portrait robot de l'humain du futur ?» Des robots en débattront peut-être dans FlashTalk en 2050. Bon, ça nous laisse encore un peu le temps de voir venir. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très vite. Sur François et la chaîne parlementaire, on peut dire Linby, tu veux nous dire au revoir ? Au revoir Linby. Allez, à bientôt. On n'est pas prêt d'être remplacé. Salut tout le monde.